Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h dont voici les titres. Session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté 4 projets d'autorisation de ratification d'accords de prêt. Le point dans quelques minutes. Les ministres des Affaires sociales et de la Santé étaient ce vendredi dans 2 formations sanitaires de la commune d'Abomey-Calavi. Ils sont allés s'enquérir du bon déroulement de la phase pilote du volet assurance maladie du projet Arche. Et puis, les membres du COSLEPI se préparent pour l'actualisation du fichier électoral national. Pour ce faire, ils étaient réunis en atelier à Grand Popo, c'est jeudi 26 et vendredi 27 septembre. Réplique de la Sénat suite à la sortie médiatique du 15 septembre dernier du président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Emmanuel Tiando a battu en brèche les propos de Jean-Baptiste Elias. Il a affirmé à la presse que le président de l'ANLC a manqué de professionnalisme et d'objectivité. Koudous Abdoulaye. Dénoncer ces prétendues insuffisances relève tout simplement. Réponse vive de la Sénat à l'ANLC. D'abord, une première remarque. Emmanuel Tiando souligne que les éléments d'information évoqués par Jean-Baptiste Elias sont du déjà connu. Il n'y a donc aucun élément nouveau dans ce qui a été dit par M. Elias Jean-Baptiste au cours de sa sortie médiatique. Il a tout au plus repris ce qui avait été déjà porté à la connaissance de l'opinion publique nationale par la Sénat elle-même. Des faits déjà évoqués par la Sénat lors d'un point de presse le 13 mars 2019, faisant l'objet de plusieurs recours sans succès à la Cour constitutionnelle. La NLC aurait échangé également avec la Sénat sur ces mêmes dossiers suite à sa demande exprimée du 2 avril 2019. Aucun des recours n'a prospéré puisque les partis politiques concernés ont été déboutés. La Cour ayant conclu que la Sénat n'avait fait preuve d'aucun traitement de faveur dans l'examen des dossiers de candidature et qu'elle n'avait pas en conséquence agi en violation de la Constitution ni du Code électoral. L'attitude de Jean-Baptiste Elias suscite des interrogations à la Sénat. Le président de cette institution rappelle alors à l'ANLC sa mission et son rôle. Conformément à l'article 5 de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes, la mission de l'organe de lutte contre la corruption est, entre autres, d'exploiter à toute fin utile les informations sur les doléances ou plaintes relatives aux faits relevant de la corruption et infractions connexes dont il est saisi et les dénoncer auprès du procureur compétent. Par ailleurs, la loi portant lutte contre la corruption autorise-t-elle M. Elias Jean-Baptiste à rendre public sur les médias ce genre d'accusation. À tout le moins, il me plaît de lui rappeler ici que son rôle est de porter, le cas échéant, les faits incriminés devant le procureur de la République et non sur les plateaux de télévision ou sur les chaînes de radio. Sur certains faits incriminés liés surtout à la discordance des lieux de naissance, Emmanuel Tiando indique. Elle est la conséquence de la réforme territoriale intervenue en 1978 dans notre pays et qui a créé de nouvelles circonscriptions administratives. Le président de la Sénat conclut et parle de manque de professionnalisme du président de l'ANLC. Le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, qui se veut par ailleurs le grand justicier de la République, a manqué de professionnalisme et d'objectivité
au cours de sa dernière sortie médiatique contre la Sénat, qui, je le rappelle, est une institution de la République comme la sienne. Le Parti du Renouveau démocratique tient ses 13e universités de vacances ce week-end à Porto-Novo, première grande assise depuis les élections législatives auxquelles le parti n'a pas pu participer. Elles constitueront forcément un moment d'échange franc, voire houleux, entre les instances du parti et ses militants. Que faut-il retenir concrètement de ces assises? L'un des porte-parole du comité d'organisation de l'événement a accepté de répondre aux questions de James William Bagiti. Effectivement, depuis 2006, le PRDA a commencé les universités de vacances. Université de vacances, c'est d'abord une rencontre annuelle faite dans la période des vacances par le parti pour discuter des questions d'actualité, des questions internes, externes au parti sur le plan national et international. De par leur nature, elles ne sont pas houleuses, mais elles vont certainement être porteuses de beaucoup de questionnements. D'ailleurs, le thème lui-même est évocateur. C'est les réformes politiques. Quelle perspective pour le PRD? Nous savons que à l'université de vacances, nos militants se posent beaucoup de questions. Il y a des questions internes. Qu'est-ce qu'on devient en dépit de notre récépissé? Certains agitent qu'ils n'iront pas non plus une deuxième fois aux élections communales et locales. Certainement, ces questions vont venir. Mais on va les débattre, les situer les uns et les autres et voir ce qui va se faire, ce qui peut être fait. Les participants délégués de chaque session, venus des 77 communes, auront pour mission d'aller faire des UV décentralisés pour faire des restitutions. Donc, chacun aura le temps d'opiner. Et pour le moment, le PRD a fait une option à son dernier congrès. Le PRD est de la mouvance et en entendant une structure, une organisation qui est habilitée à le faire, le PRD va rester dans sa logique jusqu'au bout. Les acteurs impliqués dans l'actualisation du fichier électoral national 2019 se sont appropriés les documents techniques pour mieux accomplir leur mission. Réunis à Grand Popo, les participants ont eu droit à des communications animées par l'Agence nationale de traitement. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Patrick Ayadji et Ramatou Lawani. C'est une opération sensible et délicate qui attend les maillons de la chaîne électorale. L'actualisation du fichier électoral national au titre de l'année 2019 est un sujet de grande préoccupation pour l'Agence nationale de traitement et le COSLEPI. Les nouveaux membres de ce dernier organe se doivent de maîtriser les contours d'un outil moderne qui se veut fiable. En conséquence, pendant les 2 jours de travaux, nos réflexions doivent satisfaire les attentes ci-après. Le mode opératoire d'actualisation du fichier électoral national est maîtrisé par tous les membres et leurs collaborateurs. Les participants ont la maîtrise des implications de la mise en conformité de la base de données électorales, précédemment conforme aux lois 2013 et maintenant aux lois 2015-01 et 2015-02 sur les unités administratives et locales et les centres de vote. Les participants ont une bonne maîtrise du processus de constitution du registre des citoyens proposés à la radiation. Après l'étape de renforcement des capacités, le lit sera dressé pour la panoplie d'actions sur le terrain pour une liste électorale permanente et informatisée, unanime. L'inscription de tous ceux qui auraient précédemment été omis et qui auraient apporté la preuve de leur omission. L'inscription de tous ceux qui ont acquis les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Le transfert des citoyens dans des nouveaux centres de vote conformément aux dispositions légales. Le décèlement et la radiation d'éventuels cas d'inscription frauduleuse lors du RENA-LEPI 2009-2011, des processus d'actualisation antérieurs. La radiation des citoyens décédés et autres citoyens qui ont perdu leur droit de vote conformément aux lois de la République.
La modification et ou la correction des erreurs constatées sur les informations nominatives des citoyens qui auront au moins 18 ans le jour des élections et existant dans la base de données du RENA-LEPI 2009-2011. Le dédoublonnage du fichier électoral pour consacrer un fichier national mis à jour. L'édition et l'impression des documents électoraux conformément à la loi. La publication de la liste électorale nationale permanente et l'établissement des cartes, la distribution des cartes d'électeurs aux nouveaux majeurs et ceux qui auraient perdu, qui auront demandé conformément à la loi. Une mission, des moyens, mais aussi une connaissance parfaite de ces méandres, d'où l'importance de ce rendez-vous bisannuel de Grand Popo. À la fin des travaux, les membres du COSLEPI apprécient l'initiative. Quelques-uns se prononcent au micro de Patrick Ayadji et de Ramatou Lawani. Mon attente est que je puisse sortir de cet atelier aguerri, c'est-à-dire devenant sachant sur ce que nous voulons faire exactement et surtout que des réponses ou des propositions de démarche soient retenues à l'issue de cet atelier par rapport aux difficultés que nous-mêmes avons notées dans le passé par rapport à la liste électorale et que nos échanges permettent de vite régler ces problèmes-là et surtout mettre à la disposition de la population l'information qu'il faut pour que nous ayons en un temps record les réflexes nécessaires pour corriger cette liste électorale. Vous voyez un peu dans les pays qui sont autour de nous, la raison fondamentale qui a toujours suscité les guerres, les violences après les élections. Et qu'est-ce qui peut amener à penser qu'on a gagné ou on a échoué? Et ce sont là les listes électorales. C'est pour cela qu'au Bénin, nous essayons, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons d'être parmi les pays qui évitent ce genre de difficultés post-électorales. Et c'est essentiellement ce travail qui nous a amené à Grand Popo, puisque nous ne pouvons pas nous mettre rigoureusement à faire ce travail et nous assurer qu'il sera bien fait, bien nettoyé, si nous ne connaissons pas les documents techniques qui devront nous amener à faire le travail comme cela avait été demandé. Et juste après l'atelier, ça va être les travaux du terrain. Nous allons installer nos démembrements au niveau des communes. Nous avons le seul démembrement qu'il y a, c'est au niveau de la commune, c'est les CCA, les comités communaux pour l'actualisation. Et nous allons en même temps enchaîner avec l'affichage des listes et pour permettre aux citoyens de poser leurs réclamations. Je vous l'annonçais dans les titres. Les députés ont adopté à l'unanimité mercredi dernier 4 projets d'autorisation de ratification d'accords de prêt au profit, entre autres, des secteurs de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. C'était à l'occasion de leur 6e session extraordinaire de l'année. Le compte rendu est signé Guillaume Avienou. Vacances interrompues pour les parlementaires qui se retrouvent depuis le début de la semaine pour l'examen en vue de l'adoption de 4 projets de ratification d'accords de prêt. Des accords de prêt pour financer des projets dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, de la santé et de la construction d'infrastructures routières. Les députés ont en effet autorisé à l'unanimité la ratification de l'accord de prêt signé à Marrakech au Maroc le 5 avril dernier entre le Bénin et la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Le financement issu de la signature de cet accord de prêt de plus de 25,316 milliards de francs CFA devrait servir entre autres à la construction et à l'équipement de plusieurs infrastructures au profit de l'Université nationale d'agriculture de Porto-Novo et celle des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. De quoi soulager les peines des usagers de ces centres de formation du supérieur. Les députés se réjouissent de la nouvelle, mais souhaiteraient plus d'efforts de l'exécutif avec une insistance sur la question de l'extension de la carte universitaire du pays. C'est très peu par rapport aux besoins qui se posent quand on connaît le nombre d'étudiants que nous avons aujourd'hui au niveau de nos écoles supérieures et facultés. Je suis inquiet parce que je trouve que les enfants souffrent beaucoup
Et je me demande à quel moment ça va être réglé, cette question-là. Je voudrais dire le mécontentement de nos populations lorsque le gouvernement du Bénin a délocalisé, n'est-ce pas, l'École nationale supérieure d'aménagement et de gestion des aires protégées en Sagap, qui était à Kandi. Pour l'exécutif qui rappelle les mesures sociales entreprises en faveur des étudiants des universités publiques du pays, la question de l'extension de la carte universitaire reste d'actualité. Nous pensons qu'il est nécessaire d'accompagner ces étudiants qui interviennent et qui viennent apprendre dans des lieux assez reculés. Et c'est pour cela que de plus en plus le gouvernement essaye de revoir un peu à la hausse les quotas des boursiers et à envoyer vers ces universités thématiques. Il est prévu évidemment de pouvoir ériger des centres universitaires par rapport aux domaines porteurs. Il y a le domaine du tourisme, évidemment, il y a la restauration, il y a la maintenance, il y a le bois. Donc, pour ces 8 secteurs prioritaires qui ont été identifiés, nous pensons qu'il y aura de l'aménagement, une réflexion autour de comment valoriser ces centres universitaires qui avaient existé et qui devraient pouvoir contribuer également au développement de notre pays. Le Parlement a aussi adopté à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou le 7 mai dernier entre le Bénin et le Fonds africain de développement. Un financement au profit du projet d'appui au développement de la filière ANACAD et de l'entrepreneuriat agricole. À la faveur de l'examen de ce projet, les députés sont revenus sur la question de la fermeture des frontières du Nigeria, opposée à la réexportation du riz sur son territoire, entre autres arguments servis officiellement, mais qui n'accueille non plus certains produits agricoles locaux, notamment les produits maraîchers. Ce n'est pas la première fois que cela nous arrive au Bénin, que les frontières avec le Nigeria soient fermées. Et je voudrais savoir quelles sont les mesures prises actuellement pour endiguer cela et permettre que cela ne se reproduise plus ou que l'impact soit moins sévère les prochaines fois. Quelle réflexion le gouvernement mène à ce sujet-là pour que nous ne soyons pas chaque fois sujets à des dictats de ce genre, pour que ce que nous faisons nous-mêmes, à défaut de vendre, comment les conserver? La position du gouvernement sur le sujet est claire. Faire de la situation une opportunité pour doper la production agricole au Bénin afin d'offrir davantage du Made in Bénin au Nigeria. La plupart de nos produits aussi faits sur le territoire, nos produits d'origine, ne rentrent pas au Nigeria facilement. Le Nigeria aussi en souffre. Ce que nous devons avoir, c'est une attitude résiliente. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos tomates se gâtent vite? C'est aussi lié aux variétés de tomates que nous cultivons. Et si nous voulons qu'en période de crise, nos produits puissent faire 10 jours sans couler, c'est qu'il faut changer de variété. Il faut mettre un peu la main à la poche. Il faut changer d'agrotechnique. Et à tout cela, nous sommes en train déjà de travailler. L'administration du président Patrice Talon annonce vouloir surtout faire de la transformation domestique dans le secteur de l'ANACAD la clé du succès du placement des produits dérivés pour déboucher sur de nouveaux marchés. Intéressons-nous maintenant à cette activité de l'UEMOA. Les ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes et des femmes des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en conclave à Cotonou. Au menu des échanges, les grands enjeux liés au secteur dont ils ont la charge. Cette rencontre, la 10e du genre, s'est ouverte ce vendredi. James William Bagidi, Evariste Saumon. Il y a des défis et beaucoup de défis à relever. 8 États représentés, des partenaires techniques et financiers engagés, un parterre de personnalités invitées. C'est la 10e fois que les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se retrouvent. Au cœur de ces assises de Cotonou, les enjeux majeurs liés à leur secteur.
L'objectif qui a fondé la mise en place du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA est de mutualiser nos ressources en matière de formation professionnelle et de promotion de l'emploi pour donner une réponse efficace au chômage et au sous-emploi des jeunes et des femmes de l'espace UEMOA. Le ministre béninois de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, président du cadre de concertation des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi, se réjouit d'accueillir ses homologues à Cotonou. Il attend surtout de ces assises qu'elles apportent les solutions aux problèmes rencontrés dans les secteurs concernés au Bénin et dans la sous-région. L'employabilité des jeunes sortis des établissements de formation constitue toujours un réel problème pour nos gouvernements respectifs. Le taux de chômage et celui du sous-emploi dans nos différents pays restent toujours élevés. Face à cela, et après 10 ans d'existence, il est alors impérieux de repréciser les rôles de chaque acteur au sein du cadre de concertation pour le développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi dans l'espace UEMOA afin de lui donner un nouvel envol. La dynamique instaurée par l'UEMOA à travers ce creuset s'intègre dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon. C'est ce qui justifie sur place la présence du ministre Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État en personne. Les politiques sectorielles et plusieurs grands travaux sont en arrimage avec les orientations de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. L'atteinte des objectifs liés à la formation professionnelle et à la promotion de l'emploi permettra à nos différents pays de lutter contre l'insécurité de plus en plus grandissante dans notre sous-région. C'est aussi une solution efficace contre l'immigration clandestine qui ne cesse de prendre d'ampleur année après année. Les décisions issues de cette conférence devraient donc permettre, et je n'en doute pas, d'atteindre les objectifs fixés. Il s'agit notamment de l'analyse des principaux résultats obtenus au cours des 9 dernières années et la définition des modalités de leur pérennisation. Il s'agit également de la mise en place d'un environnement favorable et une plus grande implication des acteurs pour un meilleur développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi au sein de l'espace UEMOA. Quant aux partenaires techniques, ils se satisfont du travail accompli et pensent pouvoir poursuivre leur soutien au cadre de concertation. La coopération allemande, on a commencé le travail au Togo en 2013 et tout de suite on a compris que pour harmoniser les documents, pour faciliter l'élaboration des curricula, il faut travailler ensemble dans toute la région de UEMOA. Je vois déjà un grand avancement et aussi un grand avancement concernant le partage des savoir-faire, le partage des documents et on est optimiste que ça va aller dans les bonnes conditions. L'UEMOA a trouvé la juste corrélation entre la formation professionnelle et l'emploi des jeunes. Mais ces quelques jours d'échange ne suffiront sans doute pas à apporter la satisfaction attendue. Les pistes de réflexion serviront à coup sûr à améliorer les résultats dans les secteurs concernés. Environ 16 000 aspirants au métier d'enseignement vont bénéficier d'un contrat d'une durée de 9 mois. Ce sera à travers le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Le ministre de l'enseignement secondaire et son collègue des petites et moyennes entreprises ont expliqué l'initiative au cours d'une rencontre avec la presse hier jeudi à Cotonou. Malini Tiboso. Au cœur de cette conférence de presse, le programme de préinsertion dans l'enseignement. Les ministres Maounio Kakpo et Modeste Kérékou abordent le sujet dans toute sa dimension. Ils parlent des objectifs que vise ce programme. Le gouvernement a pris cette mesure-là pour non seulement améliorer la qualité ou les performances du système éducatif, mais surtout pour lutter contre le chômage des jeunes, le sous-emploi et la précarité dans le sous-secteur de l'éducation. Et c'est donc pourquoi le gouvernement a mis en place un programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Pour la rentrée académique 2019-2020, les besoins exprimés par les directeurs départementaux selon le déficit horaire que nous avons sur le terrain nous ont permis de prendre dans la base de données pour les matières enseignées environ 16 000 enseignants, plus précisément 15 875 enseignants
et les mettre à disposition de ces établissements-là. 15 875 de la précarité. C'est important. C'est une bagatelle de 16 milliards 182 millions que le gouvernement va rendre disponible sur 9 mois. Ils auront donc 9 mois de salaire consécutifs. Les aspirants à ce programme du gouvernement seront sous la responsabilité de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Ils vont exercer pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Ces enseignants auront donc un contrat avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi pour une durée de 9 mois. Cela part du 30 septembre 2019 au 29 juin 2020. Maintenant, ils ne sont plus en contrat avec les établissements. Ils sont en contrat, je vais dire, avec une agence gouvernementale, avec l'ANPE. Même en termes de valorisation, c'est important et c'est un programme de pré-insertion dans l'enseignement. Les conférenciers rassurent également que les dispositions sont prises pour que les 16 000 enseignants ne manquent pas du minimum pour l'exécution de leurs fonctions. Ces enseignants-là vont bénéficier d'un salaire mensuel ou d'une allocation mensuelle virée sur leur compte. Ces allocations-là concernent les salaires, concernent la prime de logement, de même qu'une prise en charge sanitaire. Ils vont bénéficier d'un suivi pédagogique de proximité sur le terrain par les inspecteurs, par les conseillers pédagogiques et également par les animateurs d'établissement. À la fin de l'année scolaire 2019-2020, les bénéficiaires du programme de préinsertion dans l'enseignement seront évalués. Les meilleurs peuvent obtenir le renouvellement du contrat pour la rentrée scolaire 2020-2021. On reste dans le domaine de l'enseignement. Le collège Saint-Exupéry a été contraint à la fermeture de ses portes. Saint-Exupéry est un établissement scolaire privé qui exerçait dans l'illégalité à Cotonou. Les autorités de la préfecture du littoral et les responsables de la direction départementale de l'enseignement secondaire se sont rendus sur le site de l'école pour procéder à sa fermeture. Koudous Abdoulaye, Malini Tiboso. On se croirait dans une cour commune. Nous sommes pourtant dans la cour du collège privé Saint-Exupéry. Cadre inapproprié pour abriter les élèves, mais l'établissement a bien ouvert ses portes pour le compte de la rentrée scolaire 2019-2020. La situation n'aura pas échappé aux autorités, d'où cette descente sur le terrain. Le directeur de Saint-Exupéry tente de s'expliquer. En réalité, c'est le lundi que les cours démarrent normalement chez moi ici. Mais comme je dois communiquer avec vous, j'ai préparé un courrier pour le préfet et pour le directeur de la police républicaine. Et ce sont ces courriers-là que j'allais déposer ce matin quand vous m'aviez appelé depuis l'étage. Ce site choisi par le fondé de Saint-Exupéry n'est pas agréé par l'État, martèle le directeur départemental de l'enseignement secondaire. Il était sur un site et il est venu ici sans autorisation de transfert de site. Personne n'est venu observer quoi que ce soit ici avant qu'il ne vienne s'installer là. L'école pourrait reprendre ses activités si le promoteur parvenait à remplir les conditions pour l'ouverture de son établissement. Vous constatez avec moi que M. Fagbenro n'a aucun papier légal qui puisse lui permettre d'ouvrir cette institution qu'on appelle l'école. Et pour l'instant, je crois que le préfet prendra un arrêté pour suspendre temporairement, pour un temps donné, cette école, nonobstant le temps qu'il fasse les démarches administratives subséquentes pour répondre aux aspirations de la DDS, pouvant lui permettre d'ouvrir son école. Les portes du collège privé Saint-Exupéry sont donc temporairement fermées. Les élèves déjà inscrits pour le compte de cette année scolaire seront orientés vers d'autres établissements en règle, rassure le chargé de mission du préfet.
Deux formations sanitaires de la commune d'Abomey-Calavi ont reçu la visite des ministres des Affaires sociales et de la Santé. Véronique Toinfodé et Benjamin Houpati sont allés s'enquérir du bon déroulement de la phase pilote du volet assurance maladie du projet Arche. Le point de ces descentes avec Rachidat Biomama. Il prend corps. Le volet assurance maladie du projet Arche est une réalité dans les formations sanitaires. À l'hôpital de zone de Calavi comme au centre de santé d'Akasato, les ministres Véronique Toinfodé et Benjamin Houpati ont pu constater son bon déroulement. À la fin de ces visites, nous avons une certaine satisfaction. Il faut dire qu'on a eu la chance d'échanger sur le terrain avec des patients bénéficiaires de cette assurance et qui ont partagé leur joie avec nous. Avec les prestataires de santé aussi, nous avons discuté pour voir comment s'effectuait le remplissage des fiches de soins, des fiches de suivi, s'ils avaient une certaine disponibilité de ces outils, s'il y avait une disponibilité des médicaments. Les patients n'attendent plus. Quand ils viennent et qu'ils sont en situation d'urgence ou bien en situation de maladie, ils sont pris en charge sans que l'agent de santé n'ait à réfléchir par rapport à comment ils vont pouvoir payer les soins. Ça, c'est d'un premier point de vue. D'un second point de vue, nous avons pu constater également de visu que des cas ont pu bénéficier de cette prise en charge-là et étaient extrêmement satisfaits de ce qui est mis en place par le gouvernement. Environ 2 mois après le lancement de sa phase pilote, l'assurance maladie a déjà impacté plus de 500 patients traités avec succès. Il y avait certaines plaies sur son corps. À notre arrivée à l'hôpital, les médecins nous ont bien reçus et pris soin de nous. Nous avons appris que c'est le gouvernement qui a pris l'initiative de sauver des vies. Nous n'avons payé aucun franc grâce à la carte d'assurance. La phase pilote s'étend sur 6 mois. Elle permet d'identifier les dysfonctionnements afin d'améliorer le dispositif de l'assurance maladie. Nous avons été satisfaits du traitement qui est fait concrètement sur le terrain et du suivi. Et surtout, des premières erreurs qui ont été constatées ont été très rapidement corrigées, ce qui a permis aujourd'hui que tout le monde soit confiant de l'évolution du processus. Nous avons appris de ce processus et pour les autres zones qui recevront très rapidement les cartes biométriques pour la phase pilote, nous croyons qu'ils seront également très satisfaits. Après Abomey-Calavi, la phase pilote du volet assurance maladie du projet Arche s'étendra aux localités de Dassa, Glazoué, Djougou, Ouaké et Kopargo. Objectif, offrir aux populations une qualité de service irréprochable. En sport, on parle ce soir de cette cérémonie de remise du cahier des charges par la Fédération internationale de pétanque au Bénin. C'est en prélude au championnat du monde de 2022 à Cotonou. Le point avec William Bassabi et Wenceslas Aroymo. Petit à petit, le puzzle de l'organisation des championnats du monde de pétanque Bénin 2022 se met en place avec la remise officielle du cahier des charges aux autorités béninoises par Edith Lassade, émissaire spécial du président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal. Je remets d'une façon officielle le cahier de charges de l'organisation du championnat du monde de pétanque 2022 au représentant de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports béninois. Sous l'égide du président de la Confédération africaine des sports boules, cette cérémonie sobre est unanimement saluée par les personnalités sportives présentes. Elle souligne l'enjeu de 2022. Vous avez une grande partition à jouer pour permettre à notre pays d'être sur orbite à partir du moment où nous sommes en train de parler. Parce que la préparation de l'événement a commencé. La presse nationale, la presse régionale et la presse internationale doivent se mettre au boulot pour qu'on sache qu'en 2022, il y a un grand événement sportif qui aura lieu dans un petit pays de l'Afrique occidentale, mais une grande nation par son histoire. La marche du Bénin est l'organisation de la plus prestigieuse compétition de pétanque à l'échelle mondiale se précise.
que cette cérémonie de remise de cahier de charge soit pour les vice-champions du monde que vous êtes le point de départ de la préparation des athlètes béninois au championnat du monde de pétanque Bénin 2022. Garant de la réalisation et de la réussite de ce chantier de 2022, le gouvernement, qui traduit dans les actes la volonté politique affichée au sommet de l'État, pourra compter sur la collaboration sans faille de la Fédération béninoise de pétanque. En tout état de cause, mes chers les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de pétanque, nous vous exhortons à vous organiser tous pour accompagner le président de la République de vos prières, afin qu'en 2022, il puisse continuer de soutenir les sports boules à l'interne, au plan continental qu'à l'international. À un peu moins de 3 ans, le train des championnats du monde vient ainsi d'être lancé. Ce sera tout pour ce journal et merci pour votre aimable attention.